Coach spécialisée en relations amoureuses, maître praticienne en PNL, Margot Nunez dénoue les problématiques relationnelles et travaille la communication au sein du couple en étudiant ce qu'elle a baptisé l'effet miroir. Neurosciences, reprogrammation émotionnelle, elle s'adresse aux femmes soucieuses de quitter le conflit, de fuir les schémas répétitifs et de faire renaître enfin la connexion émotionnelle. Une conviction, on évolue véritablement à partir de ce que le couple nous montre. Margot, j'ai une première question à te poser qui est à la fois très angoissante et très générale, mais qui me semble pouvoir faire figure de propos introductifs. Allez. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu tendance à confondre d'une part l'amour et d'autre part l'intensité émotionnelle ? C'est une très très bonne question ça. Et je suis super contente qu'on commence par ça parce que en fait, c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles les couples aujourd'hui, les couples long terme, finissent par soit se séparer, soit se tromper. Déjà, je voudrais commencer par définir ce que c'est que la passion des débuts et ce que c'est que le couple long terme, l'amour dans une relation long terme. La passion des débuts, c'est ce sentiment d'avoir tout le temps envie de voir l'autre. C'est vraiment, je pense à lui ou à elle en permanence, c'est la dernière personne à qui je pense quand je vais me coucher, la première à qui je pense quand je me réveille, c'est la personne avec qui j'ai envie de passer des soirées jusqu'à 2h du mat et tu crois qu'il est 22h, tu regardes ton téléphone, tu dis what the fuck, on a été là dans un vortex pendant des heures. Ça, c'est la passion. Elle est pas faite pour durer. Par définition, elle est vraiment temporaire et le but, c'est vraiment de devenir tellement obsédé, tellement connecté à l'autre que le lien va se renforcer très rapidement et on va devenir très attaché à la personne. Et au bout d'un moment, ça commence à s'estomper petit à petit. Cette passion des débuts, les Grecs, ils avaient un mot pour ça. Ils appelaient ça Eros. Tu sais combien ils ont de mots ? Les Grecs, ils avaient de mots pour... Quelques-uns, 5, 6, 7. Ouais, ils en avaient 7. Ils en avaient 7 et nous, aujourd'hui, on en a qu'un. Donc c'est normal que les gens soient un peu confus. Alors que, quand ça s'estompe petit à petit, on bascule dans quelque chose de beaucoup moins feu d'artifice et beaucoup plus sûr, parce que la confiance se tisse, c'est ce que les Grecs appelaient pragma. Aujourd'hui, la plupart des couples long terme se déchirent, se disputent parce que on se sent mis de côté, on se sent pris pour acquis. Et la base de référence, c'était tellement bien au début. Au début, il m'appelait tout le temps, j'étais tellement importante pour lui, et maintenant j'ai l'impression que je fais partie des meubles. Mais du coup, pardonne-moi, mais j'ai l'impression que tu as un regard un petit peu critique pour le moins sur la passion, parce que tu l'as présenté comme quelque chose qui a vocation à souder, un peu comme un piège ou quelque chose qui se passerait au sein du couple, malgré le couple lui-même, et tu en fais aussi le ferment d'un dépit ensuite. Alors, la passion, c'est fantastique. En soi, c'est une belle chose. C'est magnifique. C'est une des expériences les plus puissantes qu'un être humain peut vivre. Il y a des personnes qui n'ont jamais connu ça. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir vivre ça. Et ça veut pas dire que quand on est dans une relation long terme, on va plus la vivre. On va juste plus la vivre tout le temps. Elle va se pointer comme ça, à l'occasion d'un week-end où on se regarde dans les yeux, on n'a pas nos téléphones, où on se dit « ça fait longtemps qu'on n'avait pas rigolé comme ça ». Elle va se pointer, mais elle va pas être là tout le temps. Ok. J'en viens au problème véritable, puisque la passion n'en est pas un. Qu'est-ce qui se cache derrière le sentiment de ne plus être entendu dans son couple ? C'est même plus fort que ça. C'est pas la sensation de plus être entendu, c'est carrément la sensation de plus être écouté. Et il y a 2 grosses raisons à ça. La première, c'est ce que j'appelle l'épée et le bouclier. C'est cette mauvaise habitude qu'on peut très facilement et très rapidement prendre à se parler très mal. Se manquer de respect sans même s'en rendre compte, avoir un ton dénigrant, une attitude un peu dédaigneuse, et puis être patient ni tolérant avec l'autre. Et c'est ce que Sue Johnson appelle les dialogues du démon. C'est t'as même pas fait ça, t'es même pas capable de. T'aurais pu quand même au moins faire. Et ça a l'air de rien, ça paye pas de mine, mais sur le long terme, ça va vraiment écorcher le lien de confiance, le respect, et au final, on s'entend plus, on s'écoute plus, parce qu'on est trop occupé à se protéger. Donc forcément, derrière le fer du bouclier, c'est difficile d'entendre. Et la deuxième raison, les petites boîtes noires là. Les petites boîtes noires, tu vois. Tu la connais. Et ça, c'était pas un problème il y a encore 20 ans. Ça a commencé à être un problème il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est un gros problème pour nos couples. Tu rentres du boulot. Tu rentres ce soir, ta partenaire, elle te dit « Alors, c'était bien, comment c'était et tout, raconte-moi un peu ton interview. » Et c'était comment, ça s'est bien passé ? J'apprécierais que tu m'écoutes, en revanche. Ouais, comment tu t'es senti là ? C'est un peu pénible. C'est chiant, hein ? Comment tu te sens si je t'écoute et que je le mets comme ça ? Mieux, évidemment, parce que j'ai le sentiment que tu l'as mis de côté. Ok, parce que tu as pas peur
qu'il y ait quelque chose qui vienne te voler mon Pas attention. d'interférence. Voilà. Donc ces trucs-là, c'est soit dans la poche, soit au moins retourner sur la table. S'autoriser à avoir des no-phone space et des no-phone zones, c'est trop important. D'accord, c'est quelque chose qu'il faudrait presque ritualiser, quoi. Ouais. Au moins des espaces et des moments où on se dit non, là on n'a pas nos téléphones, quoi. On reste sur le plan de la parole en termes de la communication, pardon, en termes de parole. Est-ce qu'il y a des bonnes alternatives? Oui, ah oui. Alors, tout le monde connaît, quand on se dit je vais mieux communiquer, allez, je vais travailler sur ma com et tout le monde connaît la CNV. Oui. Voilà, la communication non violente Tu en as de vu sur la Marshall question, Rosenberg. toi? Alors, moi j'adore la CNV, je trouve que c'est très clever, c'est très smart. Par contre, ça va hyper bien fonctionner dans le domaine pro, ça va beaucoup moins fonctionner dans les couples. Pourquoi? Parce que dans le couple, il y a un lien d'attachement avec l'autre. Donc toutes nos peurs sont décuplées. Si tout à l'heure tu vas prendre un café, t'es à la salle de pause, il y a Sandrine qui commence à te parler avec un ton un peu froid. Tu vas dire, bon, bah, elle m'a luné ou elle est dans son SPM, quoi. Si ce soir tu rentres et que tu parles à ta partenaire et qu'elle commence à te parler avec un ton froid, tu vas pas dire, tu vas peut-être te dire elle a son SPM, mais tu vas aussi te dire, mais qu'est-ce qu'elle a contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et tu vas le prendre personnellement. Ça prend des proportions tout de suite. Ça prend plus de proportions. Ma question suivante ne doit pas être prise comme une mise en cause du tout, mais là encore, plutôt comme la manière d'observer peut-être des schémas. Est-ce qu'il y a des postures ou des attitudes qui auraient tendance à attirer des hommes malsains, pour le dire en un mot? Tu sais, moi, Stéphane, j'aime pas quand on dit des hommes toxiques, des hommes malsains. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas des personnes qui ont des comportements toxiques. Il y a vraiment des personnes qui ont des comportements très toxiques. Mais j'aime pas le mot, c'est un mec toxique, c'est un homme toxique, c'est une femme toxique. C'est ça? Je pense pas qu'on est toxique. Je pense qu'il y a plein de gens qui font du mieux qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils ont. Il y en a qui ont reçu des ressources très particulières et ils font du mieux qu'ils peuvent à l'âge adulte avec tout ça. Pour revenir à ta question, qu'est-ce qui ferait que j'attirerais un homme qui a des comportements toxiques? C'est si moi, de mon côté, j'en ai aussi. Et parfois, c'est très vicieux parce que ça n'a pas l'air. Mais le fait d'être people-pleasing, c'est un comportement toxique pour toi-même parce que tu ne montres pas qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas et tu laisses la relation couler et au bout d'un moment, il se passe 1 an, peut-être 2 ans, et là, tu commences à avoir des comportements de protection, où tu vas agir comme un dragon et reprocher à l'autre, parce qu'il y a eu une peur de poser mes besoins et mes limites dès le début. Sauf que là, ça va être plus long et plus difficile. Ça ne veut pas dire que la relation ne peut pas évoluer et s'équilibrer, mais on a perdu du temps, là, tu vois. Donc vraiment, je dirais principalement cette peur de l'abandon ou du rejet qui fait que je vais avoir du mal dès le début à dire non, ça va pas, ça, voilà. Et potentiellement à se séparer si on voit qu'on n'est pas compatible parce qu'on se dit waouh, cette personne il est trop beau, elle est trop belle, il a plein de qualités, il a ci, il a ça, on l'idéalise et on se dit bah si je lui dis que ça ou ça me va pas, je risque de le perdre. Non, je joue trop gros, mais tu joues encore plus gros de pas le dire. Tu dirais que le conflit c'est une manière un peu maladroite de demander de l'amour? Parfois oui. Si par exemple ça fait des semaines que vous êtes dans ce que j'appelle les guerres froides là où il y a des couples, parfois, pendant 1 semaine, ils vont se faire la gueule, quoi. On n'arrive pas à revenir. L'ego, il est là en mode « T'as bougé, toi ?» C'est les 2 petits koalas sur leur branche. Là. « T'as bougé ? Non ? Ah bah, je bougerai pas non plus. Je reste là. » Donc parfois, on va utiliser le conflit pour créer ce qu'on appelle des strokes. C'est-à-dire que je vais chercher à capter ton attention à travers le conflit. Et c'est la fameuse phrase « je préfère qu'on s'engueule plutôt qu'on se parle pas ». Parce que le silence, ça me torture. Donc, la petite chaussette qui traîne par terre, je vais en faire des caisses. Et après, je vais me dire « mais pourquoi j'ai réagi comme ça ?» Parce que mon corps cherche à venir en lien avec toi. Et je vais utiliser la chaussette qui traîne et je vais râler sur la chaussette pour venir te chercher et créer que tu me vois, quoi, que tu réagisses à moi. Peut-on ne pas se rendre compte que son couple va mal? Bah, écoute, j'ai envie de te dire... Si tu penses que ton couple va pas mal, c'est que je pense qu'il va bien pour toi. Tu me réponds que ma question est bidon, en fait, c'est ça le... Bah un peu. Bon, c'est clair. Après, attention, si on est dans des relations dites toxiques, il y a des comportements toxiques et qu'on est un petit peu dans ce déni, où on se dit non, mais ça va, il l'a pas fait exprès, non, mais ça va, c'était pas si grave, non, mais... Bon, mais généralement, les gens le voient. Mais bon, si quelqu'un se dit mon couple, il va pas mal, bah c'est que pour toi et ton système de référence, il va très bien, et tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à trop se baser sur des
couples goals d'Instagram et on se dit bah comme mon couple il est pas comme ça alors il va mal. Mais non, c'est pour toi dans ta vie, dans ton système de référence. Si ton couple va bien, il va bien. Il y a pas de référence. Être comprise ou être rassurée? Être comprise. Parler ou écouter? Les deux, écoute active. Réagir ou comprendre? Comprendre. Ça semble évident au vu de notre échange.